Les traces que laisse une infection nosocomiale lorsqu'on y survit sont terrifiantes. Il y a 3 ans, on vous présentait un reportage qui avait fait beaucoup parler, reportage intitulé « Les hôpitaux qui tuent ». On vous présentait les cas pathétiques de 2 victimes d'infections nosocomiales. Nous nous sommes interrogés sur leur sort. Vous allez voir que les souffrances des survivants des infections nosocomiales peuvent être très longues. Même si le milieu médical commence à prendre des mesures pour lutter contre les maladies nosocomiales, les infections acquises à l'hôpital continuent malgré tout à faire des ravages. 10% de tous les gens hospitalisés au Canada en sont victimes, c'est-à-dire 250 000 patients par an. Une situation qui s'aggrave dans les unités de soins intensifs. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de sable. Et à peu près 20% de tous les staphylocoques isolés dans les unités de soins intensifs au Canada sont des sabres, sont des staphylocoques résistants. Et ce chiffre-là est en croissance. On avait à peu près 15% de prévalence, on a monté à 20%. Parce que ça se peut pas qu'il soit sensible et lui résistant. Comment on explique le fait que s'il y a tant de décès dus au sabre, on en entend si peu parler? On sait que les infections nosocomiales, c'est la 4e cause de décès. Mais ça vient après les infarctus, les maladies vasculaires, les cancers. Sauf que ces patients-là, c'est des infections qui sont acquises à l'hôpital. Les patients décèdent à l'hôpital. Puis c'est comme si c'était naturel de décéder à l'hôpital. C'est toujours inquiétant, surtout qu'on attrape quelque chose en venant à l'hôpital. On vient ici pour se soigner. Ma plaie, au lieu de saigner normalement et puis de se refermer, saignait de plus en plus abondamment et finalement, ils ont découvert que par des prises de sang, des tests et tout ça, j'avais une bactérie qui était le Staphylococcus aureus. Nous avions rencontré Marianne Lenglet-Sioui il y a 3 ans, alors qu'elle nous racontait comment une infection au sarme avait chambardé toute sa vie. On avait un commerce dans le bas de Loretteville, à 3 km d'ici. Et je partais d'ici avec 4 de mes enfants, un dans un porte-bébé en avant, porte-bébé en arrière, 2 autres dans une poussette. Et puis là, je partais à mon commerce où j'étais l'administrateur. Je faisais tout ça à pied, aller-retour, tous les jours. Marianne Lenglet-Sioui est maintenant handicapée à vie à cause d'une infection nosocomiale. Cette femme qui habite le village Huron avec son mari et ses 4 enfants n'avait pas 50 ans quand elle s'est fait remplacer une hanche. Voici à quoi ça ressemble lorsque c'est terminé, au bout de plusieurs années. Donc ça, c'est la bonne hanche. Quelques années plus tard, c'est l'autre hanche qui doit être remplacée. Et voilà ce que donne la hanche infectée. La hanche infectée. Oh là là, voilà. là là. Les bactéries ont quand même détruit une grande partie des muscles qu'il y avait à l'intérieur. C'est lors de l'opération pour implanter la prothèse que des bactéries se sont infiltrées dans sa plaie. Le pansement, au lieu d'être rouge, était vert pomme. Staphylocoque, pseudomonase, les bactéries ne veulent plus quitter le corps de Marianne. J'ai eu 22 interventions, dont 19 plaies ouvertes avec anesthésie. J'ai été immobilisée. J'ai passé 3 mois sans hanche pour laisser guérir les plaies parce que ça guérissait plus du tout. Même les antibiotiques les plus puissants, pompés mécaniquement dans son corps pendant 6 mois, ont peu ou pas d'effet. Je n'avais plus de globules blancs, je n'avais plus de système de défense. Là, j'ai vraiment été complètement isolée. Tout le monde devait venir me voir, botté, casqué, ganté, etc. Ce n'était pas parce que moi j'étais contagieuse, c'était parce que je pouvais mourir de n'importe quoi, de ce qu'on pouvait m'apporter. Je peux vous dire qu'en dernier, je perdais les cheveux comme si j'étais en traitement de chimiothérapie. Ce reportage diffusé il y a 3 ans avait suscité beaucoup de réactions et de témoignages éloquents. Claude Dumaine, un énergique garagiste de la région de Terrebonne, avait tenu à nous raconter son histoire. Claude Dumaine est doué pour le bonheur. Fin trentaine,
Une santé de fer, il est propriétaire d'un garage dans l'est de Montréal, un commerce florissant. Bon vivant, il adore imiter les anciennes vedettes dans les réceptions. J'ai toujours été vraiment le bout d'entrain. J'ai toujours été un grand travaillant. J'ai toujours travaillé à mon compte, donc j'ai toujours travaillé 60-70 heures par semaine sans lâcher. Le 5 août 2001, la fête bat son plein chez les Dumaine. Chloé célèbre ses 3 ans avec parents et amis. OK, on frappe très très fort avec la baguette, OK? Pas sur mes doigts! Pour Claude, c'est aussi le jour où toute sa vie a basculé. L'histoire commence par une simple balade en patin à roues alignées. En voulant fixer son patin, Claude tombe. C'était drôle, là. Les gens t'adorent. Ouais, Vietère, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. C'est quand je suis arrivé à me relever, là, j'étais plus capable de me relever. C'est là que j'ai constaté que j'avais une fracture à la jambe. Bonjour, là! 3 ans et demi plus tard, Claude Dumaine est toujours entouré de beaucoup d'amis. Mais cette fois, la fête a un goût amer. On lui organise un souper bénéfice pour le sortir du désespoir dans lequel la maladie l'a plongé. Comme 80 000 personnes au Québec, Claude est victime d'une infection nosocomiale, une infection acquise à l'hôpital. Malgré tous les obstacles et embûches auxquels il a fait face depuis juillet 2001, contre vents et marées, mon oncle Claude a toujours réussi à cacher, à camoufler, malgré tout, toute la négativité engendrée par ses trop nombreuses opérations. Mais depuis quelque temps, son moral de béton flanche graduellement devant l'impasse. J'ai eu la confirmation lorsque Claude s'est fait interviewer. Tout commence à l'urgence du centre hospitalier Pierre-le-Gardeur ce fameux soir du mois d'août 2001 où il arrive avec une fracture sans plaie ouverte. Ils ont diagnostiqué une fracture du tibia péroné. Fait qu'ils m'ont fait un attelle plâtré. Je suis retourné à la maison avec des béquilles. Le lendemain, je suis retourné à l'hôpital rencontrer l'orthopédiste qui, lui, me suggérait de fixer la fracture avec une plaque et des vis. Une chirurgie courante, disait-on. Mais les choses se compliquent. La plaie ne guérit pas et la douleur devient intolérable. Claude retourne plusieurs fois à l'urgence. J'ai mal, oui, mais eux autres, ils ont toujours comme principe, regarde, on t'a installé du matériel après l'os. Donc, c'est normal, ça va te faire mal. Tu sais, on a coupé, là. Bon, ben, je te dis, regarde, c'est des médecins, c'est des professionnels. Je dis, oui, OK, c'est bon. Les semaines passent et de visite à l'urgence en visite, son état ne s'améliore pas. Il faudra attendre 1 mois pour qu'on réalise qu'il a été infecté à l'hôpital. Là, ils ont fait venir un microbiologiste qui, lui, a pris une culture. Puis là, il a dit, regarde, on est infecté. Ça n'a pas de bon sens. Là, j'avais... la première culture, j'avais du Staphylococcus aureus, qui est une bactérie... Nosocomiale. Nosocomiale. C'est ça qu'on contracte à l'hôpital. Il y a 3 ans, le mot nosocomial n'existait à peu près que dans les dictionnaires. Et dans la majorité des hôpitaux, les principes de base d'hygiène, comme le lavage des mains, n'étaient pas la principale préoccupation. Les 2 années qui suivent seront très éprouvantes pour Claude. Il subira dans différents hôpitaux de Montréal 2 interventions majeures pour fermer la plaie à sa jambe. Une greffe de l'os de la hanche, sans succès, puis une greffe du muscle de la cuisse, aussi un échec, qui le laisseront avec une hanche et une cuisse infectées. La bactérie, là, ça vole-tu, ça saute-tu? Pourquoi j'ai ça là? Moi, je le sais pourquoi. Mais eux autres, jamais qu'ils me l'ont dit, par exemple. Écoute, pour que la bactérie ait transféré comme ça, il faut qu'il y ait eu une contamination, là, soit des mains ou d'instruments. La bactérie, elle vole pas, elle. Devant tant d'échecs, il envisage même la solution ultime,
Quand j'ai vu mon trou la première fois, là, dans ma tête, à mon plus profond de moi-même, je me disais, regarde, on serait bien mieux de la couper. On la coupe, on met une prothèse, puis à un moment donné, ben, je vais faire une vie qui est plus normale. Là. Mais même l'amputation est à proscrire, car il risquerait une septicémie, une infection du sang qui pourrait être mortelle. Après la pause, ce qui reste après le passage d'une infection nosocomiale. C'est comme j'ai un poignard dans l'os. Ça brûle, là, ça c'est constamment. Depuis un peu plus de 3 ans, les infections nosocomiales ne sont plus le secret bien gardé des autorités médicales. Le grand public en est conscient et commence à exiger des comptes. On étudie en ce moment la possibilité d'intenter un recours collectif et l'enquête du coroner suite aux 16 décès dus au C difficile de l'hôpital Saint-Hyacinthe vient de commencer. Mais en attendant que les choses bougent, Marianne Lingley-Sioui et Claude Dumaine tentent, tant bien que mal, de survivre à leur infection. Nous sommes retournés les visiter l'automne dernier. J'ai plus d'infection. Il n'y a plus d'infection au niveau de l'os. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Sauf que j'ai beaucoup de douleurs. J'ai une douleur qui est chronique. Là. Ça, c'est tout le temps. Ça, apparemment, à date, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça, sauf que les analgésiques. Sa jambe, rongée par le staphylocoque, est restée tout aussi douloureuse. Il doit quotidiennement traiter sa plaie. Le système neurologique, là-dedans, c'est comme des petits fils électriques. Il faut essayer de rétablir, mais ça marche pas. C'est comme si j'avais un poignard dans l'os. Ça brûle, là. Ça, c'est constamment. Malgré tout ce que vous prenez de médicaments. Regarde, j'ai beau essayer, j'ai tout essayé. Là. On peut parler comme de Dilaudid, de la morphine, tout ça. Il n'y a rien qui calme ça. Son état l'occupe à temps plein. 21 chirurgies, des milliers de visites dans les hôpitaux, et ce n'est pas fini. Tous les jours, il faut que j'y aille encore à l'hôpital. Ça, c'est pas encore réglé. C'est des traitements parce que là, j'ai seulement que mon os puis de la peau. Il n'y a plus de vascularisation. Fait qu'à tous les jours, je vais à l'hôpital dans une espèce de machine qui active la circulation sanguine dans ma jambe. Tous les jours? Tous les jours. Du lundi au vendredi. Vous allez à l'hôpital? À l'hôpital, ça dure 45 minutes, environ 1 heure. Je ne vais pas longtemps, mais il faut que je me déplace à tous les jours quand même. Moi, je suis condamné pour aller à l'hôpital le restant de mes jours. Ça continue de même. Madame Lingley en est aussi à sa 7e année après sa première opération. Moi, je ne vois pas la fin. Je vois pas la fin. J'ai commencé il y a 7 ans et demi à me faire poser une hanche artificielle et tout le reste a mal fonctionné par la suite. Je souffre de dégénérescence osseuse, mais ma colonne, vu que je marche croche, il faut le dire, vraiment, là, j'ai un débalancement. Alors, ma colonne s'en ressent. J'ai eu des affaissements de mes disques entre les vertèbres. Il n'y a plus beaucoup de disques qui sont en bon état entre chacune de mes vertèbres. Chirurgie multiple, médicaments antidouleurs, anti-inflammatoires dont la liste est interminable et les effets secondaires qui s'additionnent. Avant, je mesurais 5 pieds 11, j'en mesure 5 pieds 8. Depuis les opérations, alors ça fait quand même 3 pouces de moins, ce qui est énorme. Moi qui étais grande, etc., élancée, maintenant je suis petite et rabougrie. Tous deux hyperactifs et autonomes avant leur opération, ils sont maintenant à la merci de leur entourage. Et c'est peut-être ça le plus difficile à endurer. J'ai perdu ma voiture. On est venu saisir ma voiture. La compagnie, je la nommerai pas pour rien parce qu'elle avait vraiment fait des gros efforts pour essayer de me permettre de la garder pendant quelques mois et tout ça. Mais quand il n'y a plus de salaire qui rentre, il n'y a plus rien. On a eu, à un moment donné, on n'était plus capable de payer l'Hydro-Québec. J'ai eu un compte de 8 000 $. Les gens ne peuvent pas imaginer. C'était comme ça partout. Alors, on m'a coupé le câble, on m'a coupé le téléphone, on m'a coupé presque tout. J'ai frappé à toutes les portes, partout. J'ai demandé de l'aide, il n'y avait rien à faire. Aucun programme auquel vous avez... Rien. J'ai appelé à plein de programmes gouvernementaux, il n'y avait absolument rien. Claude Dumaine a dû vendre son garage, son gagne-pain. Il a brûlé toutes ses économies et ses REER.
il n'arrive pas à se résigner à perdre sa maison. Il survit avec sa fille sur le modeste salaire de son épouse. Comme là, moi, ça fait 5 ans, là, je suis sans revenu. Ben, à un moment donné, tu te dis, regarde, ça va finir où? Là? Tu sais pas. Puis là, j'ai rencontré plusieurs... fait beaucoup de démarches au niveau politique. Puis il n'y a rien qui se passe. Au niveau politique, pour être indemnisé un peu comme tout le monde, là, soit de l'aide sociale, mais c'est ça. À un moment donné, c'est parce que 0 plus 0, ça fait 0. Fait qu'on est encore à 0. Épuisé par la douleur, inquiété par le manque à gagner, Claude a songé au suicide. Mais Marianne, elle, est allée encore plus loin. J'ai fait une très, très, très grave dépression nerveuse, au point de ne plus avoir le goût de vivre. Ça a été à ce point-là, et ça, c'est il y a à peu près 1 an et demi. C'était au mois d'avril, pas l'année dernière, l'année d'avant. Et j'ai dû être hospitalisée pendant 5 semaines pour essayer de faire le point, de voir est-ce que ça vaut la peine de continuer. Marianne Linglet a continué de s'armer de courage. Mais le sort s'acharne toujours sur elle. Il y a quelques mois, elle devait faire remplacer la première hanche opérée qui avait dû compenser toutes ces années pour la hanche malade. Aux toutes dernières nouvelles, elle se bat encore contre une autre infection attrapée à l'hôpital lors de son opération. Et il y a quelques semaines, Claude Dumaine nous informait que sa plaie s'est rouverte et qu'il luttait lui aussi encore une fois contre les bactéries.